La journée mondiale de la philosophie est une journée qui est mise en place par l'UNESCO, l'idée étant de promouvoir la philosophie partout dans le monde. Le thème de cette année est philosophie et droits humains. Permettez-moi de dire quelques mots sur le thème de cette année, philosophie et droits humains. Le thème ne pouvait être plus pertinent que celui-ci, car il recoupe les idéaux de nos trois organisations partenaires, que sont donc l'UNESCO, la SOSEFI et l'IDHP, dans la célébration de cette journée. S'il en est ainsi, c'est parce que les droits de l'homme sont un concept à la fois philosophique, juridique et politique. Ces droits, parce que naturels et universels, sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut ni y renoncer ni les supprimer. Voilà pourquoi ils sont opposables à l'État et au pouvoir en tout lieu et en tout temps. Près de 3000 ans après l'émergence de cette discipline en Chine, au Moyen-Orient et en Grèce antique, les questionnements que porte la philosophie n'ont rien perdu de leur pertinence et de leur universalité, bien au contraire. Dans un monde de plus en plus complexe, où l'incertitude règne, où les évolutions sociétales et les révolutions technologiques brouillent les repères, où les défis sociaux et politiques à relever sont immenses, la philosophie demeure une source très précieuse. C'est à la fois un espace de retrait et de décélération et une lumière susceptible de nous orienter. L'UNESCO, dans son mandat, résonne avec la vocation universelle de la philosophie, a toujours fait une place particulière à cette discipline. C'est pourquoi l'UNESCO est heureuse de célébrer cette année encore à Paris, au siège, du 15 au 16 novembre, la Journée mondiale de la philosophie. Ateliers, tables rondes et conférences viendront animer une nuit et 2 jours exceptionnels au cours desquels les animateurs et animatrices de philosophie, toutes générations et toutes zones culturelles confondues, pourront prendre des chemins de traverse et s'adonner au plaisir de l'échange et de la réflexion. En cette journée mondiale de la philosophie, que le mot célèbre de Socrate, je cite, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », soit une incitation à progresser ensemble de quelque part dans l'immensité vertigineuse du savoir. L'option de centration des échanges sur l'enseignement de la philosophie et son impact dans la prise de conscience et la consolidation des droits humains au Sénégal offre une belle opportunité aux parties prenantes de mener une réflexion qui va permettre d'identifier les conditions optimales pour une meilleure prise en charge de cette question dans les enseignements-apprentissages, qui, par ailleurs, leur permettront de réduire le fossé qui existe en théorie et pratique dans l'instauration des droits humains. De ce point de vue, M. Serigne Mbaye Thiam affirme son engagement à accompagner cette communauté éducative. Et c'est le message très fort qu'il voulait que je vous délivre. Voilà. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous avons un panel que je trouve extrêmement riche. Nous avons à côté de nous, j'ai commencé par la droite et par mon chef, que j'ai déjà présenté, donc M. Mamadou Kabirou Gano, chef de département de philosophie de la FASTEF, qui est un éminent spécialiste de Hobbes. Donc, il va nous parler de droits humains. Je ne suis même pas sûr, je ne sais pas s'il va en parler sous l'angle africaniste ou sous l'angle classiquement philosophique. Nous avons également le docteur Pape Doufal, qui est lui-même un éminent spécialiste de philosophie africaine et à qui nous avons demandé de nous faire quelque chose sur la charte du Mandé et sur les conceptions africaines des droits humains. Nous avons aussi là la future grande prêtresse de la philosophie sénégalaise, j'espère, qui est l'organisatrice de tout ça. Et nous avons, last but not least, la question ne se pose même pas, nous avons le professeur Samba Thiam, qui est directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. La
thématique qui nous a été proposée est celle-là. Philosophie et droits humains, la charte du Mandé aux sources des thématiques. Ce thème demande déjà à ce qu'on dissipe un certain nombre d'a priori, un certain nombre de préjugés. Le premier de ces préjugés est la continuité naturelle supposée entre philosophie et droits de l'homme. C'est comme s'il y a une connivence qui va de soi entre les deux. Il y a une fausse évidence de la continuité naturelle entre philosophie et droits de l'homme suggérée par l'intitulé, d'où l'impératif de ne pas succomber à cette séduction idéologique. Parce que la conjonction de coordination laissant supposer comme s'il y avait une affinité élective entre les deux. C'est clair qu'il existerait certainement en fait des courants philosophiques qui font la promotion des droits de l'homme. Mais, sûrement, il existe d'autres courants philosophiques et beaucoup de courants philosophiques qui ont des rapports heurtés avec les droits de l'homme. Dès lors que les droits de l'homme ont émergé en tant que construction consciente et articulée, avant même l'apparition du concept de droits de l'homme, la philosophie a entretenu des rapports parfois polémiques avec ce qui a précédé l'élaboration de ces droits-là. Et force nous est de reconnaître que ce sont souvent de brillants philosophes qui se sont parfois déchaînés contre ces notions que nous manions aujourd'hui aisément. Alors, c'était le premier préjugé à dissiper et nous reviendrons largement en fait sur cet aspect-là. Le second est lié au statut du discours sur les droits de l'homme. Ce qu'on appelle communément la philosophie des droits de l'homme fait chaque jour la démonstration de son caractère proprement idéologique. L'idéologie entendue comme un discours dominant qui cherche à faire croire en fait son évidence et par conséquent de son caractère indiscutable. C'est pourquoi elle est très peu poreuse, la philosophie des droits de l'homme. Elle est très peu poreuse aux critiques et revendique une certaine anistorité, une universalité incontestable. Le détournement idéologique des droits de l'homme est un fait historique lui-même. Et nous sommes des Africains, et de ce point de vue, nous savons que l'héritage bourgeois et occidental est évident, que le fait que la référence aux droits de l'homme est très souvent au service de l'intérêt singulier, égoïste en fait de l'individu. La dialectique selon laquelle le devenir individu ou le devenir personne s'effectue dans une certaine relation à la communauté, alors peut-elle se rabattre facilement sur la notion de prééminence de celle-là sur celle-ci, ou bien de celle-ci sur celle-là, à supposer une primauté même de l'existence d'une philosophie africaine de la primauté de l'individu. En quoi cela voudrait-il dire? Dès lors que les droits sont proclamés comme appartenant à l'humain, que ceux-ci devraient être portés d'abord par la collectivité et ne concerner que secondairement ou indirectement en fait l'individu. Une question préjudicielle, après avoir évacué précisément en fait c'est ce que je considère ici comme étant des a priori ou des préjugés. Question, que faut-il entendre par droits de l'homme? Les droits de l'homme peuvent être décrits de la manière suivante. Ça a été dit dans le film, ce sont des droits pré-étatiques, dont peut se prévaloir chaque humain en tant qu'individu vis-à-vis des collectivités, notamment en fait des États. Cela veut dire que les droits de l'homme, les droits humains, ne sont pas des droits attribués par l'État. En revanche, chaque État doit avoir comme tâche principale de protéger les droits humains. Les droits de chacun devraient montrer que l'appartenance biologique au genre humain est l'unique critère à satisfaire pour qu'un individu puisse prétendre au respect de ses droits. C'est dans ce sens que les thématiques déclinées ici, notamment en fait dans la charte du Mandé, nous reviendrons ultérieurement en fait sur la notion de charte et comment peut-être quel sens il faudrait lui accorder ici. Donc, que les thématiques déclinées peuvent être considérées comme relevant du droit de l'homme. Dans quelle mesure les thématiques déclinées dans la charte du Mandé peuvent être
pour relever des droits de l'homme. Et quel message nous délivre la charte? En quoi c'est une charte et quels sont les objectifs de ce document? Nous pouvons dire de façon globale qu'elle se préoccupe du respect de la vie et de la dignité humaine, du respect des droits de la personne. Elle s'intéresse à l'éducation de la femme. Elle aborde et traite largement de la question de la femme. Elle traite de la question de la résolution des conflits, de la paix, de la préservation en fait de la nature. Donc, cette dimension préjudicielle dite, en quoi l'histoire classique de la philosophie rencontre précisément en fait les thématiques élaborées dans cette charte du Mandela. Dans cette histoire classique de la philosophie, notamment de la philosophie occidentale, nous pouvons voir un certain nombre de séquences. L'une des premières séquences, c'est la séquence socratique, où nous avons une double congruence entre la philosophie et les droits de l'homme, d'abord sur leur objet commun, c'est tous s'occupent de l'homme, et ensuite sur les prétentions à l'universalité dans leur projet. Alors, nous pouvons dire que le moment socratique est un moment de rupture épistémologique qui a caractérisé l'avènement de la philosophie. En effet, Socrate ressente, pour ainsi dire, en fait, les préoccupations de ce qui se donnait comme réflexion, non plus réflexion sur le monde, mais réflexion d'abord en fait sur l'homme. Et le procès de Socrate, sous bien des rapports, fut marqué par la revendication d'un certain nombre de libertés et surtout par la violation d'un certain nombre de droits. Cependant, il ne faudrait pas confondre cette célébration des vertus que nous avons dans le discours philosophique en général et sur la réflexion éthique avec les questions proprement en fait juridiques comme celles liées aux droits de la personne. Donc ce moment socratique-là est un moment important dans l'avènement ou la revendication en fait des droits de la personne. Et Socrate va payer de sa vie pour ainsi dire en fait cette affirmation de sa liberté et de son droit à exercer en fait sa réflexion. Ensuite, il y a un autre moment qu'on peut dire c'est le moment stoïcien. C'est au sein du stoïcisme antique qu'émerge l'idée décisive pour l'affirmation de l'universalité des droits et de citoyenneté du monde. La notion de cosmopolitisme née dans l'espace antique, qui est la première figure de l'universalisme, forgée par les philosophes stoïciens. Lorsque l'on évoque les droits de l'homme, c'est bien d'une norme universelle qu'il s'agit. Des systèmes de normes, il peut y en avoir des milliers, parce que c'est en fonction des cultures, en fonction des sociétés. Mais cet universalisme et cette universalité proclamée par la philosophie des droits de l'homme, le stoïcisme en a fait déjà son miel depuis longtemps, parce qu'il a esquissé un certain nombre d'éléments. Ce courant correspond quelque part à une phase du droit romain où il y a une interrogation sur les principes. Alors, l'évolution de ce droit-là, on peut dire qu'avec les stoïciens, il y a une rencontre entre le droit et la philosophie. Cette rencontre du droit et de la philosophie va poser en fait l'émergence d'un concept, qui est le concept de l'universalité. Et là, précisément, nous considérons que l'idée d'universalité et l'idée de citoyenneté dépassent, pour ainsi dire, un concept territorial. C'est-à-dire qu'il y a l'apparition d'une idée de l'humanité qui ne se reconnaît plus comme humanité dans des sociétés circonscrites. En d'autres termes, généralement et traditionnellement, les sociétés réservées uniquement à ceux qui à leurs membres la qualité d'humain. Et le concept d'humanité
précisément acquiert avec les stoïciens une dimension quasi-universelle qu'on ne retrouve pas dans la plupart en fait, des groupes humains. Il y a dépassement ce moment stoïcien par la Renaissance, qui continue l'universalisme affiché par les stoïciens en amorçant résolument une forme de mondialisation fondée sur les techniques, le pouvoir et le marché. Cette mondialisation est repérable avec, par exemple, Las Casas, qui participait précisément en fait, au débat sur les Indiens. La question était, est-ce que les Indiens avaient une âme ou non? Donc, tout le débat avec Barthélemy. Donc, le débat de Las Casas était une continuation, en quelque sorte, en fait, du moment stoïcien, donc de ce cosmopolitisme antique-là. Alors, nous allons sauter les étapes dans l'histoire de la philosophie en disant que des théoriciens comme Hobbes vont défendre l'idée de pouvoir. Et le pouvoir, presque, quelque part, il est antinomique aux droits de l'homme. Parce qu'il s'agit précisément, en fait, d'une attitude liberticide. Mais dès la contractualisation chez Hobbes, dès l'instant qu'il y a ce pacte générateur du Léviathan, dès l'instant qu'il y a ce pacte, il y a la reconnaissance précisément en fait d'une forme d'assujettissement, c'est-à-dire d'une forme de soumission de l'individu en fait élevé. Mais cette soumission est conditionnée au fait que tant que le Léviathan, tant que l'État assure la sécurité de l'individu, il y a possibilité en fait de continuer en fait la transaction juridique. Mais dès lors qu'on est dans l'insécurité, dès lors que la vie de l'individu est menacée, il y a un droit, pour ainsi dire, de l'individu de rompre ce contrat fondateur, en fait, ce contrat instituteur de la société, pour ainsi dire, du Léviathan. Le droit, écrit-il, consiste dans la liberté de faire une chose ou de s'en abstenir, alors que la loi vous détermine ou vous lie, de sorte que la loi et le droit diffèrent exactement comme l'obligation et la liberté. Un précepte, une règle générale, découverte par la raison, par laquelle il interdit aux gens de faire ce qui mène à la destruction. Il est interdit aux gens de faire ce qui mène à la destruction de leur vie ou leur enlève le moyen de la préserver. C'est-à-dire que tant que notre vie n'est pas violée, tant qu'elle n'est pas menacée, il y a toujours précisément, en fait, quelque part, en fait, un respect des droits et il y a une sorte d'interdiction de se rebeller. De cette loi naturelle fondamentale qui institue donc le premier droit de l'homme, le droit à la vie, le droit à la sûreté, qui est incessible et inaliénable, identique à l'état de nature comme à l'état civil. Toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. Alors pour dire simplement aussi que la question que nous devons nous poser, c'est notre rapport à la charte aujourd'hui. C'est-à-dire quelle est l'actualité en fait de ces chartes relativement en fait à ce qu'on présente aujourd'hui comme étant en fait relevant de l'antériorité des droits de l'homme contenus en fait dans les différentes déclarations. Alors certainement en fait les collègues vont en parler ultérieurement. Je vous remercie. Alors parler de situation des droits de l'homme, ce qu'on m'a demandé de faire, de parler de situation des droits de l'homme au Sénégal, revient à indiquer la position de ce pays, son rang, sa place dans la lutte pour la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est difficile, c'est trop large, il y a énormément de choses à dire, ça repose sur toutes les hypothèses de la vie. Je ne pense pas qu'il y ait un domaine, une hypothèse qui exclut cette discipline que constituent les droits de l'homme. Question que je reprends. Notre aîné a eu à poser cette question, je la reprends. Qu'est-ce qu'on entend par droits de l'homme? Jauger la place, je l'avais dit tout à l'heure, du Sénégal par rapport à cette question. C'est l'intérêt de cette manifestation, de cette rencontre. Ça commence d'abord par une question extrêmement difficile.
c'est quoi droits de l'homme? Pourquoi droits humains et pas droits de l'homme? Ceux qui interviennent dans la lutte pour la promotion et la protection des droits de l'homme, les associations, les ONG, pour tenir compte de la question de genre, souhaitent qu'on utilise l'expression droits humains pour intégrer cette dimension genre. Mais il faut comprendre que droits de l'homme correspond à une histoire, à un contexte. Comment on est arrivé à la notion de droits de l'homme? Je voulais vous proposer très rapidement, j'ai conscience que je ne dois pas en abuser, je dois rendre le micro très rapidement au président de séance. Alors je voudrais vous proposer de structurer mes idées rapidement en passant par la notion de droits de l'homme et puis de cette grande question de la jouissance, si vous voulez, de l'effectivité des droits de l'homme. Je reviens sur la notion. Je voulais vous parler de la conception moderne. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous et moi, en rejoignant la communauté internationale, la lutte internationale, comment les droits de l'homme sont perçus. Et il va falloir que je revienne pour vous dire que je suis africain, comment concilier cette notion des droits de l'homme avec ma culture, avec ma tradition. Je fais vite. Concernant la conception moderne des droits de l'homme, je résume la situation. Ce sont les droits fondamentaux, le droit à la vie, d'après la conception moderne, la liberté d'aller et de venir, le droit au mariage, etc., etc., vous comprenez. Pourquoi on en a déjà évoqué l'expression droits humains? On a déjà cité Magna Carta. La déclaration de 1789 a une valeur, un soubassement philosophique, moral. Il y a tout un processus, une société de groupe. À un certain moment, l'individu voulait conquérir sa liberté. Nous avons le siècle des Lumières, d'où sort cette première génération des droits de l'homme, basée sur la liberté, sur l'égalité. Cette déclaration et donc reçoit l'influence de Montesquieu. Nous avons, aujourd'hui, si on doit parler de sources, les règles de base des droits de l'homme, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc nous sortions pas longtemps d'une guerre mondiale. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement du côté de l'Europe, du côté de la France, mais c'est toute la communauté qui estime nécessaire d'élaborer une déclaration que nous allons fêter dans quelques jours, au mois de décembre. Chaque 10 décembre, nous célébrons cette déclaration. Mais elle est restée philosophique, morale. Pour donner un punch en droit, une certaine force, il a fallu apporter deux mécanismes en 1966. Un pacte relatif aux droits civils et politiques, et puis ensuite il y a un autre pacte qui parle de droits économiques. Plus tard, nous assisterons à une troisième génération de droits de l'homme, dit droit au développement, en réalité la solidarité. Je parlais de difficile conciliation entre les droits de l'homme tels que conçus par les Européens, par les Américains et par les autres, et notre tradition. On a compris que c'est une histoire qui est derrière, un contexte. C'est difficile. Tout notre problème, nous, c'est le problème de compatibilité avec notre tradition. Alors je n'ai pas, tout le monde le sait, que notre Afrique est une Afrique communautaire, une Afrique de groupe. L'individu n'est pas isolé, vous êtes inséré dans un groupe. Le groupe vous domine. Vous voyez la différence, alors que de l'autre côté, la liberté individuelle a atteint un certain niveau. Il était beaucoup plus facile de mener ce combat de droits individuels. Alors que nous, puisque nous sommes encore soumis à un certain nombre à des pesanteurs traditionnels, c'était très difficile. Pour les musulmans, les chrétiens parleront de cette fraternité de tous les hommes. Les musulmans, par contre, le problème se pose. Dieu est à l'origine des droits de l'homme. Contrairement à la charte africaine, la déclaration islamique universelle des droits de l'homme du 19 septembre 1981 a un fondement religieux. Alors il y a eu un débat. Certains disent que non, c'est le Coran. Les droits de l'homme, c'est à ce niveau. D'autres estiment que c'est compatible avec aujourd'hui notre conception des droits de l'homme. Et moi, je pense que cela n'engage que moi,
ceux qui estiment que l'islam va parfaitement avec les droits de l'homme tels que nous le concevons aujourd'hui, la dignité humaine, la non-discrimination, la liberté religieuse, le respect des autres. Mais vous avez votre conviction religieuse, mais vous n'avez qu'à respecter votre conviction. Vous ne pouvez pas m'obliger à suivre la même position que vous en matière de religion. Je crois que le Coran ne l'interdit pas. Dieu n'est pas dit, il faut que tout le monde ait la même direction. Encore une fois, je soulève un débat. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de la charte de Kurunkan-Fuga? J'ai été précédé par les spécialistes. Je rappelle que la charte de Kurunkan-Fuga, ça a été dit, est partie d'une bataille de Kirinan au XIIIe siècle. Elle porte sur l'organisation du pouvoir. On a considéré que la famille Keïta est désignée la famille régnante sur l'Empire. Il y a une volonté, quand même, il faut le reconnaître, d'institutionnaliser la société mandingue. Mais seulement on a préservé l'ordre royal. Il se dégage quelque chose de magnifique et il faut que les autres le comprennent. C'est ce que nous avons eu à précéder. Quand on parle de parité, quand on parle de beaucoup de choses concernant les droits de la femme, je pense que les experts ont fait ressortir, mon collègue qui m'a précédé l'a dit, avec cette oralité, on a eu à relever qu'il y avait ce souci de faire participer les femmes dans la gestion. C'est quelque chose de magnifique. Mais pourquoi cette charte a du mal à être élevée au rang des instruments internationaux des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme? C'est qu'il y a des choses qui dérangent au niveau de la charte. On parle de classe, de société de classe, et nous, les droits de l'homme, on dit égalité de tous. Et ensuite, on parle de violence faite aux femmes, le droit de correction. A-t-on le droit de toucher la femme? Le mariage des jeunes filles, ça pose problème, sans détermination d'âge. Le droit de tuer son ennemi. Nous avons eu à supprimer la peine de mort il n'y a pas très très longtemps dans notre code pénal. Pour ce qui est de la charte africaine des droits de l'homme, elle révèle une certaine particularité. Elle met en avant les droits et les devoirs. Nous avons tenu à rappeler aux individus que vous avez des droits fondamentaux, mais vous avez aussi des droits, des devoirs vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la collectivité. C'est ça la particularité de la charte. Je voudrais terminer mon propos en parlant des butoirs, ce que j'appelle obstacles à la jouissance des droits de l'homme. Je vois deux choses. Je pense que deux choses constituent des difficultés par rapport à l'effectivité des droits de l'homme. Alors la première, c'est que le juge, à mon avis, il est un peu timide. Il manque de courage, il manque d'audace. Je pense que le juge doit se considérer comme étant un instrument de garantie de la réalisation des droits de l'homme. Mais c'est un peu faible, c'est assez timide. Je peux donner des exemples par rapport à la timidité du juge. Alors, on peut passer par la justice régionale. Quand je parle de justice régionale, je pense déjà à la Cour de justice, de la CEDEAO. Il y a une commission qui avait été mise en place quand nous avons créé la charte. Cette commission, elle était chargée de faire constater des droits de l'homme violés par les États, mais la faiblesse de cette commission, c'est qu'elle n'est pas une juridiction. Elle existe encore au moment où je vous parle. Je pense que son siège est en Gambie. Malheureusement, la pauvre commission ne peut pas sanctionner les États qui violent les droits de l'homme. Alors, on lui avait prêté quelque chose de précieux pour nous, c'est la conciliation. Essayer de concilier, puisque l'Afrique, nous ne sommes pas contentieux, nous, c'est le rapprochement, c'est la palabre, mais ça ne marche pas aujourd'hui, puisque vous avez à la tête des États des individus qui se permettent d'abuser de leur pouvoir. Il y a une Cour africaine des droits de l'homme, elle a été mise en place à l'image de la Cour européenne des droits de l'homme. La pauvre Cour, elle aussi, elle n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'elle était handicapée par deux choses. Le manque de moyens, puisque les États doivent mettre les moyens, mais autre chose d'incroyable. Comment peut-on dire qu'on va créer une juridiction chargée de faire respecter les droits de l'homme, alors que cette juridiction ne peut pas connaître de votre affaire si l'État, qui est déjà membre, qui a ratifié la charte, n'a pas reconnu la compétence de cette Cour? Le Mali, qui est à côté de nous, que j'admire, a eu à reconnaître la compétence de cette Cour d'ailleurs, qui reconnaît sa faiblesse. Et puis nous avons de l'autre côté une Cour de justice de l'Union. Vous avez entendu parler de la charte de la démocratie. On a fini par dire en 2008, on va faire comme ça, on va fusionner la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'Union, d'où, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce que nous avons, c'est une Cour africaine de justice
et des droits de l'homme. Malheureusement, l'obstacle existe toujours, à savoir que si vous saisissez, aujourd'hui vous êtes des Sénégalais, vous me demandez de parler de la situation des Sénégalais, vous saisissez la Cour africaine de justice, elle va vous repousser votre affaire, vous renvoyer en disant « je ne peux rien faire puisque le Sénégal n'a pas reconnu préalablement ma compétence, la possibilité que je puisse connaître des requêtes à son encontre ». Ce qui est contradictoire, et pourtant le Sénégal a ratifié cette Cour. Quand on signe un traité, on dit à la communauté internationale « je respecte ces valeurs ». Mais moi aussi, je suis d'accord. Mais ça ne sert à rien de signer, de dire que je suis d'accord. Alors la ratification, c'est autre chose. Ça veut dire quoi? Non seulement je suis d'accord, j'ai signé, mais quand je ratifie, ça veut dire que je prends l'engagement de faire en sorte que cela soit respecté dans notre pays. Or, qu'est-ce qu'on voit? Les États signent, les États ratifient, les juges ne peuvent pas appliquer parce qu'ils disent j'attends qu'on prenne une loi de l'intérieur pour que ça puisse être appliqué. La chance que nous avons avec la parité, et le moment est arrivé de rendre hommage à notre professeur, notre regretté professeur Aminata Diaw, que j'ai pratiqué, dont j'étais très admiratif. Sa personne est toujours là, ça plane autour de nous, et donc je dois continuer à dire que j'admire Aminata pour son audace, son courage. Elle a parlé de la parité. La parité, finalement, a fait l'objet d'une loi. Le juge n'avait pas le choix, et pourtant, ce qui est incroyable, le préfet n'a pas voulu respecter cette loi à Kaolack. Les juges n'ont pas voulu respecter. Il a fallu que cela arrive à la Cour suprême du Sénégal pour que ce juge rappelle, ce juge supérieur à la Cour suprême, rappelle que la parité, c'est quelque chose qui doit être respecté dans notre pays. Cela est absolu. Il n'y a aucune possibilité à chercher du détail, des modalités pratiques. Il va falloir respecter. La Cour d'appel de Dakar a eu également à rappeler cela. C'est la raison pour laquelle on a eu à casser les décisions qui ont été prises. Malgré tout, je vous parle, croyez-moi, l'administration ne veut toujours pas respecter cette parité. C'est triste, c'est une question alors de personne. Le juge constitutionnel, notre problème. Au Sénégal, nous parlons de conseil constitutionnel. C'est différent de la Cour constitutionnelle. Ce conseil constitutionnel joue un rôle assez timide dans le domaine du droit, et c'est pour cela qu'on lui prête cette qualité d'être un organe politique. On l'utilise énormément. Ce que nous souhaitons, c'est que ce juge soit suffisamment indépendant, chargé de faire respecter la Constitution, d'aller au-delà et de cesser de dire à chaque fois « je ne suis pas compétent, j'ai un bloc bien précis, je me dois de respecter cela ». J'aurais pu vous parler également des juges administratifs. Malheureusement, le temps ne me permet pas. Il y a même une possibilité, il y a quelque chose que j'envisageais aussi de vous expliquer, c'est qu'il y a plusieurs régimes. Ce qu'on appelle les régimes répressifs, le régime de la déclaration préalable et le régime de l'autorisation. Alors, je m'adresse à mes étudiants. Vous avez le droit de marcher, mais attention à vous. Si vous commettez des infractions, vous ne pouvez pas invoquer les franchises universitaires. Ce n'est pas possible. Les franchises universitaires, il faudra relire la loi, ont une limite. Si vous êtes dans les locaux du COUD, vous allez vous mettre à l'intérieur, vous jetez des pierres, vous prenez en otage, séquestrez des personnes, la police, le procureur de la République a le droit d'entrer et de vous arrêter parce que vous avez commis une infraction. On ne peut pas commettre une infraction, ça ne peut pas justifier votre action. Attention à vous. Je crois que le moment est arrivé, mesdames, messieurs, de conclure. Est-ce que vos applaudissements signifient que je n'ai pas le droit de conclure? Alors, permettez-moi de relativiser, puisque c'est ça aussi la démarche de la philosophie. Un philosophe ne parle jamais de manière catégorique. Alors depuis tout à l'heure, vous avez l'impression que je suis en train d'attaquer le Sénégal. Je dois reconnaître que nous avons quand même, grâce à nos femmes et hommes, une avancée considérable. Tout récemment, nous avons introduit dans notre Constitution le référé liberté. Quand vous envisagez de faire une marche, c'était trop facile pour le préfet de dire « risque de trouble public ».
Il n'y a que lui qui sache ce que signifie risque de trouble public. C'est tellement facile pour vous interdire la marche. Et si vous faites un recours, ce qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir, attaquer ces décisions dans un délai de 2 mois, le juge va rester 1 an, ce serait trop tard. Même s'il vous donne raison, ça n'a pas de sens. Alors nous avons changé les choses et nous vous avons accordé la possibilité, dès que le préfet vous refuse la marche, immédiatement de saisir la Cour suprême du Sénégal pour que cette dernière se prononce sur cette atteinte extrêmement grave à la liberté. La marche, ça veut dire quoi? Je vous déclare que je vais faire la marche. Je n'ai pas à vous demander l'autorisation de le faire. Et on a tendance à inverser les choses. Mon mot de conclusion arrive, Président. Je voulais partager avec vous ce qui a été dit par un auteur et je m'arrête là, parce que c'est là où se trouve notre rencontre. Ce qui fait aujourd'hui que nous sommes ensemble, c'est ce que cet auteur a dit. C'est un bâtonnier de l'ordre des avocats, il s'appelle Moustapha Seck. Il a dit, méditons ensemble, s'il est vrai que la langue dans laquelle les droits de l'homme sont formulés est la langue du droit, dans l'étude et l'enseignement des droits de l'homme, toutes les disciplines humaines doivent se rencontrer et s'enrichir mutuellement. Nous sommes condamnés à aller ensemble. Merci. Nous avons proposé le sujet suivant, la philosophie et les droits humains, une tautologie chez Kant, en interrogation. Pour que les élèves puissent comprendre ce que j'entends par cette notion de tautologie, qui peut-être peut les dépasser, je caricature un peu, je dis que la tautologie, c'est comme en fait une sorte de pléonasme. Puisqu'on dit que Kant est l'un des fondateurs des droits humains, parler maintenant de la philosophie de Kant et les droits humains chez Kant, est-ce que ce n'est pas se répéter? En quoi Kant est-il le fondateur des droits humains? Si Kant est le fondateur des droits humains, doit-on irrémédiablement dire que, en effet, la philosophie kantienne va en droite ligne avec les droits humains? En d'autres termes, est-ce qu'il n'existe pas une incohérence dans l'idéal des principes kantiens et sa réalité effective, notamment avec l'exclusion de certaines minorités? Telle est notre problématique. Pour rappeler tout simplement, selon Gaston Bachelard, qu'en effet, en philosophie, qu'une évidence première n'est jamais une vérité fondamentale. Rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est à démontrer. Alors, il faudrait aujourd'hui qu'on démontre si réellement la philosophie et les droits humains est une tautologie chez Kant. Après tant de bouleversements intellectuels, politiques, sociaux, esthétiques ou culturels qui nous en séparent, comment peut-il se faire que l'œuvre de Kant demeure actuelle et d'une manière unique dans des courants aussi divers que la philosophie contemporaine? Nous pouvons répondre à Alain Renaud, nous pouvons répondre à cette interrogation d'Alain Renaud en lui disant en effet que ceci n'est possible que parce que chez Kant, on ne parle pas d'un type spécifique d'homme. Quand on parle de l'homme chez Kant, on parle de l'homme avec un grand H. On parle de l'homme en dehors de toutes les différences. On parle de l'homme qui appartient dans toutes les couches sociales. Et Kant a eu à le dire dans ses conjectures, je cite, « Tous les hommes sont des hommes et qu'aucune différence de race ou de culture n'autorise le moindre mépris pour personne. » Parallèlement, cette assertion kantienne renvoie à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. » Exactement. Par conséquent, le respect de l'autre devient impératif. Le respect est impératif, le respect est obligatoire. Et c'est de ce point de vue même que le respect est différent de l'estime. On peut avoir comme principe de n'estimer que les gens de bien. Nous en sommes libres. Mais quand il s'agit du respect, il faut savoir que c'est obligatoire. Le respect s'impose parce que respecter signifie reconnaître à autrui sa dignité.
Un homme qui n'a pas de dignité, une personne qui n'a pas de dignité n'en est pas une. Raison pour laquelle Kant considère qu'il faudrait respecter les hommes, quels qu'ils soient. S'il y a une seule condition pour ne pas respecter l'autre, c'est peut-être, je dis bien peut-être, son non-appartenance à la race humaine. Et même dans d'autres théories, vous verrez que, en fait, lorsqu'on respecte l'autre, le fait de ne pas appartenir à la race humaine, est-ce que cela veut dire ne pas bien traiter les autres? Ça peut faire l'objet d'une autre discussion. Le sens commun ne l'a-t-il pas compris très tôt? Par l'adage, le respect est réciproque. Et comme le précise Kant, chacun peut chercher son bonheur de la manière qui lui paraît bonne, à condition de ne pas porter préjudice à autrui de poursuivre une fin semblable. Ce n'est pas parce que je suis heureux que je dois empêcher le bonheur de l'autre. Ce n'est pas être humain chez Kant. On respecte l'autre, c'est vrai, mais on se respecte. On se respecte, le respect commence par soi. Et Marilyn Bretin soutient qu'en effet, lorsqu'on se respecte soi-même, on ne s'autodétruit pas, on tend à son propre épanouissement. Et si Kant exige le respect dans toutes ses dimensions, vous conviendrez avec moi dans ce cas précis que le suicide ne peut pas être conscient. Pourquoi le suicide ne peut pas être conscient? Parce que d'habitude, ceux qui se suicident, ils se suicident parce qu'ils veulent mettre fin à une souffrance. Je n'ai pas à déterminer la nature de cette souffrance-là, mais mettre fin à ma vie pour ne pas souffrir signifie, si j'ai à développer cela, signifie mettre fin à moi-même pour ne pas en fait avoir à souffrir. Donc je me sers de moi pour atteindre un but, je fais de moi une chose, alors que l'être humain n'est pas une chose. Quand on se respecte aussi, on respecte les autres, on ne les nuit pas. On ne vole pas leurs biens, on ne se comporte pas d'une mauvaise manière à leur égard, mais également on fait tout pour que l'autre également puisse accéder à ses fins. Quand tu dis que l'être humain est un législateur qui doit être autonome, vous savez tous cette énonciation de l'impératif catégorique kantienne qui dit « agis de telle sorte » que la maxime de ton action puisse être érigée en règle morale universelle. Écrit Kant. De ce qui précède, il est évident que l'esclavage est en fait aux antipodes des droits humains. Parce que dans l'esclavage, on nie l'humanité de l'autre, mais également ça ne peut pas être érigé en règle morale universelle. Si j'ai à résumer ce que je viens de dire, on est d'accord que Kant fait partie des précurseurs des droits humains. Mais est-ce que ça l'est de manière définitive? Telle est la question centrale à laquelle nous devons d'ailleurs répondre. Si nous revisitons l'anthropologie de Kant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'affirmations qui heurtent notre sensibilité. On se rend compte que Kant, lorsqu'il parle de l'homme en tant que tel, parle d'un type spécifique d'homme. Kant exclut de son anthropologie, ou bien Kant exclut des droits humains les Africains, les femmes et également les enfants. Il dit, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, dans les pays chauds, les hommes mûrissent plus vite à tous égards, mais ils n'atteignent pas la perfection des zones tempérées. L'humanité atteint la plus grande perfection dans la race des Blancs. Les Indiens jaunes ont déjà moins de talent, les nègres sont situés plus bas. Fin de citation. Donc si nous restons fidèles à ces propos-là, on voit qu'en effet, quand Kant parle de rationalité, mais c'est une rationalité occidentale, une rationalité qui lui est propre. Si les nègres sont situés plus bas, alors les nègres ne peuvent pas avoir cette possibilité de philosopher ou bien ne disposent pas en quelque sorte d'une rationalité. Ça, c'est le point de vue de Kant. De fait, par rapport à ce que nous venons de dire, Alain Renaud, qui est pourtant un des illustres commentateurs de Kant, a rectifié les propos de son maître. Il dit, je le cite, « Dans la perspective d'un humanisme ainsi renouvelé, cela devient donc une pure question de fait,
que de décider si tel ou tel peuple, telle ou telle culture symbolise mieux que d'autres cette capacité proprement humaine. Nul évolutionnisme de principe qui ne vient s'inscrire dans une telle conception. Pour ne pas perdre davantage de temps, j'en viens même à la question des femmes. Vous savez, chez Kant, il ne hait pas les femmes en tant que telles, mais il pense que les femmes n'ont pas la capacité de penser. Il ne discutait pas, il n'échangeait pas avec les femmes de questions savantes. Parce que tout simplement, chez le philosophe de Königsberg, le rôle de la femme, c'est en effet d'être une cuisinière, rien d'autre. La femme est une cuisinière. Il dit, et là, ce sont ces trois de ces étudiants qui ont écrit un ouvrage collectif intitulé Kant intime, qui nous rapporte ce qui s'est passé. Il dit qu'un jour, une dame avait remarqué que Kant l'évitait lorsqu'elle voulait parler avec Kant de questions savantes, c'est-à-dire de questions purement intellectuelles. Et un jour, elle vint voir Kant et lui dit, pour lui faire savoir en effet que les femmes peuvent être aussi bien cultivées que les hommes. Kant répond de manière très brutale et lui dit, c'est ça, ça ne changera jamais. Déjà, le débat est clos. Un autre jour, une femme qu'il estimait bien vint le voir et lui dit, Monsieur le professeur, est-ce vrai que vous nous considérez toutes comme des cuisinières? Déjà, il dit, Monsieur le professeur, on donne un qualificatif à Kant. Est-ce vrai que vous nous considérez toutes comme des cuisinières? Et Kant répond avec une certaine finesse en lui disant, la connaissance et la direction de la cuisine étaient le véritable honneur d'une femme. Et ça rassure, surtout quand un mari fatigué par une matinée de travail et de soucis était réconforté par le repas de midi. Fin de citation. Ce qui signifie que pour Kant, et je le disais ce matin à M. Ba, j'ai été tellement sidérée par ces propos de Kant, parce qu'il avance plus loin en disant qu'une femme savante d'ailleurs doit avoir une barbe. Parce que ce que cela signifie que être savant ou bien discuter de questions intellectuelles est purement masculin, tout simplement. Que la femme n'a pas cette capacité à réfléchir, à raisonner. Mais au XXIe siècle, vous savez que c'est une conception totalement révolue. Je me demande comment aurait agi Kant s'il venait au Sénégal et qu'il voit qu'à l'université de Thiès, Mme Ramatoulaye Diagne est la rectrice. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait dit également? Qu'est-ce qu'il aurait répondu à Feu Aminata Diaw Cissé lorsqu'elle a voulu poser la question de la parité sur la table? Kant n'admet pas que les femmes puissent être aussi savantes que les hommes. Pourquoi? Parce que des études fatigantes, dit Kant, de pénibles recherches, quelque loin qu'une femme les pousse, effacent les avantages propres à son sexe. Donc, le fait d'être intellectuel relève d'un sexe, de la qualité d'un sexe. C'est-à-dire, un homme peut être intellectuel, mais une femme ne peut pas l'être. Et je me demande si ce n'est pas contre ces conceptions-là que, dans l'éducation, on essaie partout de promouvoir la scolarisation des filles. Et je pense que dans beaucoup d'écoles, il existe ce qu'on appelle des concours Miss Math que l'on fait. On favorise en tout cas les élèves, surtout les filles, à être dans des filières scientifiques pour ne pas en fait qu'ils pensent que la série scientifique est une série masculine. Il n'y a pas de série masculine. Nous sommes différents, certes, mais cette diversité-là ne doit pas être une entrave à notre émancipation. Comme le disait Voltaire, et je termine, les hommes ou bien les mortels sont différents. Ce n'est pas la naissance qui en est la cause, mais c'est la seule vertu. Je vous remercie. Pour le doyen Gano, sincèrement, après sa brillante présentation sur la charte de Kurukan Fuga, je me suis posé une question
essentielle, pour ne pas dire existentielle ou métaphysique. Que me reste-t-il à dire? Voilà. Avant de vous donner le temps de répondre, je vais vous donner la réponse. Il ne me reste à dire que ce que je vais dire. Nous allons réfléchir d'une part sur la socialisation et de l'autre sur la gouvernance et le développement. Alors, comment la charte de Kouroukanfouga organise la société mandé? En quel sens met-elle les rapports individuels au service de la promotion et de la consolidation de la paix? Quelle gestion du pouvoir et quelle gouvernance politique préconise-t-elle? Comment concilie-t-elle propriété, prospérité et préservation de la nature? L'article 1er de la charte de Kouroukanfouga est d'autant plus important qu'il stipule, je cite, « La société du Grand Mandé est divisée en 16 clans de porteurs de Karkwa, 5 clans de marabouts, 4 groupes de Nyamakala et un groupe d'esclaves. Chacun d'eux a une activité et un rôle spécifique. » Fin de citation. Les porteurs de Karkwa sont constitués essentiellement des guerriers et des princes. Ils sont également des agriculteurs. Les marabouts doivent, selon l'article 2, être respectés car ils sont les éducateurs en islam, les gardiens de la foi. Les Nyamakala constituent les gens de métier que sont les forgerons, les cordonniers, les tisserands et les griots ou djeli. La place des griots est si importante que souvent, en parlant des Nyamakala, on ne pense qu'à eux. C'est dans cette optique que l'article 3 de la charte attribue aux Nyamakala le rôle de conseiller des détenteurs de pouvoir et de gardien des règles, rôle dévolu, à vrai dire, aux griots. Ces professionnels de la parole sont aussi des historiens, des informateurs, des communicateurs, des traditionalistes ou des traditionnistes, des éducateurs, des médiateurs, des généalogistes, etc. Aussi jouissent-ils d'une sorte d'immunité dans la mesure où ils ne doivent pas, comme le stipule l'article 13, être offensés. À défaut d'abolir complètement l'esclavage, Soundiata Keïta a amélioré la situation des esclaves. En ce sens, l'article 20 s'insurge contre leur maltraitance et leur reconnaît des droits. Toutefois, ce progressisme de Soundiata Keïta doit être pensé par rapport à son anti-esclavagisme qui se donne davantage à lire dans le Serment des chasseurs dont les articles 5 et 6 stipulent respectivement, je les cite, « La guerre ne détruira plus jamais de village au Mandé pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori mis à mort, parce qu'il est fils d'esclave. L'essence de l'esclavage est éteinte ce jour, d'un mur à l'autre du Mandé. Quelle déchéance que l'esclavage! L'esclavage ne jouit d'aucune considération nulle part dans le monde. Donc, l'article 1er de la charte divise moins le Mandé en classe ou en groupe fermé qu'il ne fait comprendre la division sociale du travail qui y est en œuvre. Non seulement les Nyamakala ne sont pas frappés d'infériorité ou d'intouchabilité, mais le Mandé est, selon l'article 4, divisé en classes d'âge dont chacune regroupe toutes les catégories socio-professionnelles régies par les mêmes règles et œuvrant pour les mêmes préoccupations. Sur ce plan, Siriman Kouyaté a raison de faire remarquer, je le cite, l'énoncé 4 a écarté tous les préjugés liés à la condition des uns et des autres. En fait, qu'ils soient porteurs de Karkwa, princes, Nyamakala, marabouts ou esclaves, tous ceux qui sont de la même classe d'âge étaient soumis aux mêmes règles sans distinction de sexe. Autant dire que la sacralité de l'homme, de sa vie et de sa dignité était respectée au Mandé. Bien avant la Grande Charte ou Magna Carta,
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. L'article 5 de Kurukan Fuga de 1236 disposait, je le cite, « Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentative d'enlever la vie à son prochain est punie de la peine de mort. » Cette disposition de la charte est mieux comprise lorsqu'elle est pensée à l'aune de ses articles 1 et 2 du serment des chasseurs. L'institutionnalisation de la dévolution monarchique et patrilinéaire du pouvoir ne doit pas faire perdre de vue l'importance du mode de gouvernance préconisé par la charte. En effet, l'article 42, en stipulant « Dans les grandes assemblées, contentez-vous de vos légitimes représentants », met en avant, entre autres, deux aspects essentiels de la gouvernance politique. Le premier est l'exigence de participation et de représentativité chère à la démocratie. À défaut de faire participer directement tous durant les grandes assemblées, les communautés sont représentées. Le second consiste à mettre en garde contre les multiples manœuvres qui peuvent détourner la représentation. Aussi, l'article 16 donne-t-il aux femmes la possibilité de participer activement à l'activité politique en disposant. Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements. Partant de cette disposition et des pénétrantes analyses de Cheikh Anta Diop sur le rôle et la responsabilisation des femmes négro-africaines, Thierno Amadou Ndiogou écrit. Sous ce prisme, l'ambition du droit africain des régimes matrimoniaux, particulièrement sénégalais, de chercher l'égalité, voire l'équité entre les conjoints, loin de s'abreuver dans le droit romano-germanique, semble n'être qu'une redécouverte d'un paradigme négro-africain enfoui dans les vestiges d'un passé sans mémoire. Aujourd'hui, le développement durable, dont la définition officielle est la capacité des générations actuelles à satisfaire leurs besoins essentiels sans compromettre celle des générations futures à satisfaire les leurs. Et pour ne pas conclure, je termine par des expressions qui nous interpellent et qui montrent combien notre époque a une parenté de problèmes et de préoccupations avec la société mandée du XIIIe siècle. On dit souvent njariñ loo fekke kuy xalam di ca jaay, d'autres même ajoutent barke ba yaay borom ku la feesloo moo la yàppuloo. Pourtant, ces expressions n'œuvrent pas pour la promotion du développement durable, encore moins pour la bonne gouvernance. Je vous remercie.